Se réveiller dans la bonne humeur et avec les infos qu'il faut, eh bien c'est toujours et encore avec Kinkeliba. Bienvenue, on est vendredi, c'est le dernier numéro de cette semaine et ce vendredi 27 septembre 2019 entrera dans l'histoire générale du Sénégal. La mosquée Massalikul Jinan sera inaugurée aujourd'hui et pour en parler sur le plateau, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir l'architecte qui a été à la base de tout cela. Monsieur Maïssa Jojo Touré est avec nous. Je le disais, c'est l'architecte de Massalikul Jinan. Avec lui, on décryptera le style architectural. Et nous, notre expert ici à Kinkeliba et de ces questions, c'est tout simplement Moustapha. Il est également sur ce plateau, chronique immobilier donc ce matin. Et puis à vos côtés, il y a un enseignant-chercheur qui a écrit le livre scientifique de l'action de Khadimou Rassoul. Il s'agit tout simplement de monsieur de Dr Alioune Badara Dione qui est également notre invité ce matin. Nafissa Ayer est sur le plateau pour la chronique Tendance. Je devine un tout petit peu les sujets de ce matin déjà. Avant de les découvrir en détail, eh bien, on va regarder le bulletin météo local. Juste le temps de vous rappeler que ce matin, il y aura également l'info et la gym pour accompagner votre réveil. Restez avec nous et à tout. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Kinkeliba est en direct et vous avez la possibilité de réagir tout au long du magazine. Mon cher Tafa, tu es dans l'accoutrement du jour, c'est ça. Quand tu finis, tu vas directement au niveau de Koloban, c'est ça? Je suis au taquet, je suis en tenue. Il est en tenue ce matin. Allez, oui. Le sujet maintenant. Le sujet, on va parler de mon sujet aujourd'hui. Ça fait plaisir déjà de partager ce plateau avec un grand homme. Hein. C'est-à-dire, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis devant un maître à moi. Parce tu as du chemin à faire. Du chemin à faire pour franchement égaler l'architecte Maïssa Touré, Maïssa Jojo Touré, parce que lui, c'est le grand architecte des khalifes généraux. Parce qu'il a travaillé avec Serigne Saliou, il a travaillé avec Serigne Bara, il a travaillé avec Serigne Mountakha Mbacké, il a été à la grande mosquée de Touba, actuellement aussi à la mosquée de Massalikul Jinan. Donc franchement, ça fait plaisir aujourd'hui d'être devant ce grand homme. Tu prends la place d'Alioune Badara pour la rubrique invitée. On peut faire ça, hein, c'est permis, hein, tu peux poser des questions. Notre invité, oui. Monsieur Maïssa Jojo Touré, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau, malgré son agenda chargé. J'imagine. Tu devines aisément aujourd'hui, comme c'est un grand jour, c'est un jour historique. Et lui, il a été au cœur de ce projet parce qu'il en est le concepteur, l'architecte de cette perle hein, qui est Massalikul Jinan. Et donc on voit les images et à l'instant. Malgré cet agenda chargé, il a accepté de venir sur ce plateau. De même que notre deuxième invité, le docteur John Alioune Badara. Quand je l'appelais hier, il était à bord de l'avion. Ah oui? Quand je l'appelais, je ne savais pas. Donc il revient fraîchement de voyage comme ça. Donc pour vous dire que vraiment c'est un grand jour et chacun essaie de contribuer à sa manière à ce qu'il soit vraiment beau. Messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Nafissa Ayer, dans ta chronique, de quoi parlons-nous? Alors comme tu l'as deviné, nous allons parler en fait des vêtements, des styles vestimentaires inspirés des grands chefs religieux mourides et voilà, comme la tenue de Tafa aujourd'hui. Voilà, nous allons parler du Baylat, du Niakhas, etc. C'est la première fois que je le vois habillé comme ça sur le plateau. C'est la première fois aussi. Hein. Et il est venu tôt et je pensais que c'était ton père qui était là. Après, j'ai levé les yeux parce qu'il est aussi grand. Je me suis dit non, c'est en plus jeune. On en profite pour lui souhaiter une excellente journée au passage. Il est 6h37. Et on a vu tout à l'heure quelques images hein, dans ton flash et qui revenaient sur les espaces verts aménagés au niveau de la mosquée Massalikul Jinan. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces rampes pour permettre justement aux personnes à mobilité réduite de pouvoir également accéder à l'intérieur de cette magnifique joyau et comme dirait Tafa, un chef-d'œuvre architectural, n'est-ce pas Maïssa Touré? Il est essentiel maintenant, quand on fait de l'architecture, de penser à tout le monde. Donc si les handicapés moteurs ne peuvent pas accéder aux édifices publics, c'est une catastrophe. Donc la première chose à laquelle nous avons pensé dans la conception de cette mosquée, c'est de faire en sorte que la démocratisation puisse être effective. Donc tout le monde y accède, tout le monde a une place dédiée et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi pensé à la verdure. C'est important. Faire simplement du béton un peu partout et des routes sans la verdure, ce n'est pas intéressant pour une mosquée.
Alors moi, je suis très vert, et raison pour laquelle je plante partout. On m'a même retiré des arbres parce que disant que ça va cacher la mosquée. Mais enfin, il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Mais vous êtes assis à côté de notre écolo, hein. Il est très vert aussi, Alioune Badara. Le ministre de l'Environnement de la cité Keur Salam de Tivaouane Peulh. C'est ça, tout à fait. Je n'ai réclamé ni la présidence ni la primature, mais seulement ce poste-là. Absolument. Donc, je suis un homme heureux. Comment décrirez-vous cette mosquée en 2 mots? On a vu les images depuis un moment déjà, René. Un pur chef-d'œuvre, hein, un chef-d'œuvre architectural d'une dimension extraordinaire, tout simplement. Tafa, chef-d'œuvre architectural. Nafissa, Je dirais que c'est tout simplement impressionnant. impressionnant. Alioune Badara Kane. Une fierté pour le Sénégal, pour l'Afrique. Une fierté pour le Sénégal et l'Afrique. Et vous, comment décririez-vous cela? Bon, Alioune Badara John, hein, monsieur John. Oui, comme il vient de le dire, hein, je confirme tes propos. Je profite de cette occasion pour vous saluer et vous dire que vraiment je suis très heureux de revenir encore une fois à ce plateau. Ça fait 2 ans que j'étais parti ici, la première fois. Ça a été une très grande fierté, d'autant plus que quand il m'appelait, j'étais à Dubaï dans l'avion en train de venir. Alors je ne pensais même pas que j'allais pouvoir vraiment venir, mais alhamdoulilah, l'intention a été réalisée. Alors, pour revenir à la mosquée, comme il vient de le dire, c'est une fierté nationale. Hein, c'est une fierté nationale parce qu'en fait, c'est un exemple qu'on avait donné très tôt à travers la mosquée de Diourbel et la mosquée de Touba. Et on l'a perpétué cette fois-ci à Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Ça va maintenant symboliser ce qui est quelque part caché à la fois sur le plan historique, parce que ce n'est pas assez bien vu que la première réalisation d'envergure nationale a été faite par Cheikh Ahmadou Bamba à 2 reprises. Ça, l'histoire ne le retient pas. Sur le plan aussi géographique, c'est caché quelque part parce que Touba n'est pas la capitale. Dakar, c'est l'ouverture et par conséquent, c'est une fierté nationale. Ce n'est pas pour la communauté mouride, mais c'est un exemple d'autonomie économique, d'autonomie financière, d'initiative endogène. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, Mélissa Touré, je ne vous laisserai pas décrire votre propre mosquée. On ne peut pas danser et s'apprécier soi-même, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on va se contenter de ce que diront nos téléspectateurs, évidemment, les chroniqueurs qui sont sur le plateau. Samba Guissé, lui, n'a vu que la tenue de René ce matin. Hein. On a montré les images de la mosquée et tout ça, mais il dit bon, excellente fin de semaine à toute l'équipe et clin d'œil à René pour sa belle tenue ce vendredi. Merci Samba Guissé. Bah oui, tu as une belle tenue. Confirmé. Allez, on poursuit le magazine maintenant avec la chronique de Tafa, immobilier. Et puis Tafa, ce matin, eh bien, tu nous dis tout également sur cette mosquée. C'est un sujet que tu nous présentes, un reportage complet. Complet, oui. Un reportage. On va suivre d'abord le reportage, après on va commenter. Très bien, on regarde alors. Et puis, bon, juste après ce reportage, je laisserai les uns et les autres commenter. Et je rappelle également aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de réagir sur notre page Facebook. On y va? On regarde maintenant ton sujet, Tafa. J'ai créé des hommes et des djinns uniquement que pour m'adorer. Ces saintes paroles de notre Seigneur démontrent la pertinence et l'importance d'une telle œuvre. Œuvre d'une communauté mouride soumise, unie et indivisible. Cette mosquée Masalikul Jinan ou l'itinéraire du paradis est parée de ses plus beaux atours et sublimée par une architecture irréelle. Féerique, reçoit toute la propriété qui attire les pieux et réveille en eux des résonances profondes. Des pulsions qui rendent leur foi plus robuste. Tout a démarré le 9 février 2012. Déjà à l'époque, le maître d'œuvre, l'architecte Moïse Touré, était conscient de l'état du sol. Nous nous sommes retrouvés dans un espace où le terrain est complexe. Il est magnifique du point de vue de sa grandeur, du point de vue de l'espace dont nous disposons, mais du point de vue du sous-sol. Nous avons un sol extrêmement difficile, argileux, avec la nappe phréatique qui est à 0,70 m. Donc là où on est, si vous creusez à 0,70 m, vous avez de l'eau. Vous avez vu des puits piézométriques qui sont là-bas. L'eau est là, pratiquement à la portée de la main. Donc c'est un terrain extrêmement compliqué parce qu'il paraît que dans les années lointaines, ici, c'était un marigot.
Une fois les études réalisées, le calife général des Mourides a dépêché sur les lieux ce tome. Ce tome accroupi, c'est un Boussobé. Il a hérité de ses parents Serigne Baké Bousso, Serigne Bahé Bousso et Serigne Modou Fall Kharinyang Bousso, qui avaient délimité la khibla de la grande mosquée de Touba à ses débuts, cette science qui consiste à l'orientation de tout lieu de culte vers la Kaaba. Ériger une gigantesque mosquée de 10 000 m² avec une capacité de 10 000 fidèles, avec des coupoles et 5 minarets, nécessite au préalable des fondations adaptées pour absorber les descentes de charge. Ainsi, 950 micropieux de 20 à 25 mètres de profondeur ont été implantés et plus de 7000 charges de sable de dune ont été nécessaires pour remblayer le site. Déjà en 2014, la mosquée s'affiche fièrement. 250 ouvriers s'attellent sur le chantier pour terminer la phase des grosses œuvres. Les menuisiers coffreurs, sur la supervision des ingénieurs, coffrent les poteaux et voiles de la mosquée. Une coupole centrale de 28 mètres de diamètre et 28 mètres de hauteur se fait remarquer au milieu de l'édifice. Mais l'attraction reste ces 5 minarets, dont 4 font chacun 45 mètres de hauteur et le 5e 87 mètres de hauteur. Réalisée en béton armé, une technique de coffrage glissant est réalisée par une entreprise suisse pour avoir des minarets conformes aux normes. Moi, je suis technicien en coffrage glissant. Et je suis ici pour faire les... On a construit 5 minarets avec la technique de coffrage glissant. Les grosses œuvres terminées. Après 5 ans de travaux, le maître d'œuvre du projet, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, vient de quitter ce bas monde. De ce défunt calife, nous retenons un grand musulman, un grand fidèle. Il était là uniquement pour l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, son grand-père. Toutes les œuvres qu'il avait trouvées, que ses prédécesseurs, n'est-ce pas, ont laissées, il était sur le chemin de les terminer, avant de créer sa propre marque, qui est aujourd'hui la mosquée de Massalikul Jinan. Nous sommes actuellement un grand projet qui lui tenait à cœur et qu'il avait tenu vraiment à inaugurer lui-même. Et bien sûr, avec son représentant, Sey Muntaha, aujourd'hui, qui est son remplaçant. Ce dernier, une fois sur le khalifa, envoie son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre à Dakar pour visiter le chantier. Satisfait de l'avancement des travaux avec l'appui du chef de l'État sur les travaux de voirie et réseaux divers, le marabout formula des prières pour l'ensemble des ouvriers. Les grosses œuvres terminées, les travaux de seconde œuvre sont entamés. Pour avoir une décoration d'intérieur d'exception, des centaines d'ouvriers de différentes nationalités, 20 plus précisément, se succèdent sur le chantier. Pour la réussite de ce chef-d'œuvre, l'architecte allemand Mahmoud Bodoroche est engagé. Si vous avez la chance de visiter la Mecque, vous allez observer le génie de Mahmoud. Il a contribué à redessiner la ville de la Mecque, il a conçu les tentes de Mina, les parasols géants rétractables de Médine et le système de LED lumineux qui éclaire l'imposante Makka Clock Royal Tower. Une gigantesque mosquée de 10 000 m² avec une coupole de 28 mètres de hauteur et 28 mètres de largeur, en plus d'avoir une capacité d'accueil de 30 000 personnes. L'intérieur peut abriter 7 000 hommes et 3 000 femmes, sans oublier l'esplanade qui peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Une architecture avec de gros moyens, des revêtements extérieurs en marbre à 250 000 francs le mètre carré, des écritures d'intérieur gravées d'or, une sonorisation avec une portée de 4 km de rayon, un minaret central qui culmine à 87 mètres de hauteur, muni de 2 ascenseurs. Massalikul Jinan s'affiche fièrement. Elle est aujourd'hui la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Y a-t-il une action sur terre plus importante que diriger un édifice unique pour Allah subhanahu wa ta'ala? Cette mosquée grandiose, je peux dire de façon imagée, évoque la sanctification par le travail, la mystique du travail étant prônée par Cheikh Ahmadou Bamba. Ce guide qui nous a enseigné que seule l'action peut donner de la certitude à la parole, à la quintessence qui remplit de ses belles empreintes,
les mots. Cheikh Ahmadou Bamba veut rappeler les anciens qui disaient « Labor hominem, facit meliorem ». Le travail rend l'homme meilleur. Magnifique reportage, je me permets de le dire mon cher Moustapha, ça résume tellement bien tout ça. En quelques minutes, on a tout compris. Mais le texte, ça vient de papa, non? Non, je l'ai écrit. C'est l'inspiration. Ça, c'est le talibé qui écrit. Oh, d'accord. Donc tu as hérité également des dons, hein, parce que je sais que ton père, il écrit beaucoup et que c'est un grand poète également. Il sait comment agencer les mots. Et dans ce reportage, c'est très bien fait et c'est magnifique. Tu remontes justement au début, hein, de tout ça, quand on a choisi le terrain, les difficultés. On a même vu Maïssa Touré, c'était en 2012. C'était le 9 février 2012. 2012, ça fait plus 7 jeune, ans. hein. Oui, Plus jeune, hein. Beaucoup de cheveux maintenant. Vous avez rajeuni entre-temps, N'est-ce pas? je vous assure. Vous avez Non, mais il a rajeuni. Ah oui. Ne vous en faites pas, vous avez beaucoup rajeuni. Voilà, la réalisation nous remet l'image. Non, vous avez rajeuni. C'est incroyable. C'est quoi le secret en 7 ans? Voilà. Vous nous direz probablement cela à la fin du magazine. Alors, Tafa, on commence. Oui, déjà, parce que déjà, il y avait 65 000 m² de terrain qui ont été octroyés par l'État du Sénégal, mais un terrain qui était très compliqué à construire. Déjà, comme l'avait si bien dit l'architecte Maïssa Jojo Touré, donc à 70 cm, on avait déjà de l'eau. La nappe phréatique était très proche. Déjà, pour pouvoir implanter l'édifice qui comportait 5 minarets, des minarets de 45 mètres et un minaret central de 75 mètres de hauteur. 75 mètres, c'est presque plus de 25 étages donc, de hauteur. Donc il fallait déjà adapter l'édifice par rapport au terrain où il est implanté. Déjà, il fallait faire des fondations qui sont adaptées. Donc, il a fallu faire des études de sol. Après, on a eu à faire des micropieux de 20 à 25 mètres de profondeur. On a érigé près de 950 micropieux pour pouvoir accueillir les semelles de fondation, pour pouvoir déjà supporter l'édifice. Donc, ce qui n'était pas du tout évident. Et puis, ce qui m'a aussi marqué, c'est ce système de coffrage glissant qu'on voit que dans les pays européens, dans les grands pays. Ce système de coffrage glissant qu'on a utilisé pour la réalisation de ces 5 minarets. Donc avec ce système, donc, on fait des coulages sans arrêt. Donc pour les petits minarets, pour chaque minaret, ça a nécessité 3 jours pour les petits minarets et des jours de plus pour le grand minaret de 75 mètres de hauteur. Donc il fallait couler le béton 24 heures sur 24, donc les équipes se relayaient avec ce coffrage glissant qui progressait, qui progressivement coffrait le béton. Et après, on a eu, c'est-à-dire ces minarets qui sont magnifiques, mais avec une très grande résistance. Parce que déjà, quand on parle de 30 mégapascales de résistance pour ces minarets, M. Touré sait de quoi je parle, pour dire que déjà, il y a un béton spécial qui a été utilisé pour pouvoir concevoir ces minarets. Après, on passe à la décoration intérieure. Déjà, pour déjà une horloge, on fait appel à l'architecte allemand Mahmoud Badarosh. Qui connaît Mahmoud Badarosh, c'est un Allemand qui vit de Stuttgart, qui s'est converti à l'islam en 1974. Donc c'est lui qui était là pour l'appel d'offres des tentes de Mina, qui est à 5 km de la Mecque. Donc il a conçu ces tentes de Mina. Il a conçu aussi les parasols rétractables qu'on trouve à Médine, les 250 parasols qui couvrent près de 156 000 mètres carrés, donc pour protéger les fidèles, les pèlerins du chaud soleil. Donc ils ont fait appel aussi à cet architecte pour l'horloge de la grande mosquée de Masalikul Jinan. Donc pour dire que c'est lui aussi qui a conçu l'horloge qui surplante la Mecque aujourd'hui, pour dire que c'est un... Et donc des moyens ont été sortis pour pouvoir concevoir cette mosquée, avec aussi des marbres identiques à celui de Médina, avec des marbres qui coûtent le mètre carré à 250 000 francs CFA, des gravures qui sont parées d'or, pour dire que les moyens étaient là pour pouvoir. Des moyens qui ont été rassemblés par la communauté mouride. Rien que le défunt Khalif Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, il a sorti 17 milliards pour la mosquée. Après, il y avait eu 313 points de collecte. On a eu à collecter
1,3 milliard déjà pour la mosquée. Donc c'est une fierté non seulement pour la communauté mouride, mais pour la Oumma islamique. Je parle des mourides, mais des mourides de façon élargie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mouride, c'est quelqu'un qui va vers le Tout-Puissant. Donc tout le monde, si tu es musulman, tu es concerné. Donc pour dire aujourd'hui que c'est une fierté, encore une fois, je réitère ce que j'avais dit, et c'est une fierté d'être devant le concepteur d'un tel projet, donc franchement, qui a su exploiter 10 000 mètres carrés pour pouvoir ériger cette mosquée qui est tout simplement magnifique. Magnifique, voilà. Impressionnant. Voilà. Comme disait Nafisa Ayer tout à l'heure. C'est pas que les mourides, les musulmans, hein, mais c'est toute la communauté. Tu as vu René, il vient aussi. Donc voilà, tout le monde est impliqué. Merci beaucoup, mon cher Tafa. Il est 7h. Hein. On va poursuivre dans la même dynamique parce qu'on va passer à la rubrique invité. À ce moment-là, je vais recueillir un tout petit peu Meissa Dodo Touré, vos réactions par rapport à ce que Tafa a eu à dire et à son reportage également. Avant le jingle, Tafa, je te dis, on n'acceptera plus que tu commandes des off. C'est maintenant reportage sur reportage. Maintenant qu'on a découvert tes talents, hein, n'est-ce pas, Alioune Badara? C'est fini. C'est clair. C'était magnifique dans tous les cas. Allez, place maintenant à la rubrique invité. C'est la suite logique. On reviendra après sur la revue des titres des quotidiens qui ce matin se sont tous intéressés à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Je le disais tout à l'heure, quel commentaire placez-vous, Meissa Dodo Touré, après avoir suivi cet élément de Tafa et puis évidemment ses commentaires aussi? D'abord, félicitations pour le professionnalisme. J'ai revu des images qui ne me rajeunissent pas, mais enfin, c'est parfait. Il y a des choses qu'il est en train de me rappeler. Donc la difficulté d'exécution de tout ce qu'on faisait là, parce que, comme il l'a dit, nous avons fait des tests en grandeur nature. Après avoir fait les études de sol, nous avons fait des sondages jusqu'à 30 mètres de profondeur pour voir ce sol-là, là où c'était un marigot, c'était également un dépotoir d'ordures, c'était également un lieu dit où les mécaniciens venaient faire les vidanges. Absolument, on s'en souvient. Hein. C'est extrêmement complexe ce qu'on a trouvé là-bas. Donc en Wolof, on l'appelle le poto-poto et c'était pas évident. Donc quand on est venu, nous avons fait les sondages. Une fois les sondages faits, le bureau d'études de sol a donc préconisé d'utiliser des micropieux jusqu'à 18,80 mètres. Alors c'était suffisant pour eux, mais j'ai exigé à ce qu'on fasse des tests en grandeur nature, c'est-à-dire réaliser des micropieux de 18,80 mètres et les charger jusqu'à la rupture. Vous savez, le sol, quand on met des micropieux, les micropieux ont un diamètre de 30 cm, le sol travaille comme si vous saisissez une main. Alors, c'est le frottement. Vous avez le frottement et vous avez également les charges à la pointe. Alors, donc, vous chargez cela avec le bureau de contrôle jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Rupture, ça veut dire le sol lâche. En ce moment, nous nous sommes rendus compte que les 18,80 mètres n'étaient pas suffisants. Et nous sommes donc allés jusqu'à, une fois, nous sommes allés donc jusqu'à 21 mètres pour donc tout ce qui va aux alentours de la mosquée. Mais pour ce qui concerne le minaret central, nous avons dû aller jusqu'à 25 mètres de profondeur. Donc, et il a dit 950 micropieux, un peu moins de 1000. Donc, pour pouvoir soutenir tout cela. Une fois ceci fait maintenant, avec les surcharges qu'on a définies, on s'est rendu compte de combien de tonnes le micropieux pouvait supporter. Et c'est sur cette base que le nombre de micropieux a été distribué par rapport à la descente de charge qui permet d'avoir la charge ponctuelle sur chaque micropieux. Et ainsi, donc, on est parti sur cela. Nous avons aussi fait une chose, nous avons divisé la mosquée en 5 zones. Ça nous a permis d'aller vite, parce que si on est en train de travailler, donc les micropieux sont terminés dans la zone A, par exemple, la zone D n'est pas encore touchée.
du point de vue des remblais et tout ce que vous voulez, les micropieux qui sont en train d'être réalisés. Mais comme il y a des joints de rupture entre les bâtiments, donc c'est comme si nous avions plusieurs bâtiments et plusieurs équipes qui travaillent, ce qui fait que dès que la partie B est terminée, donc les équipes de maçons viennent sur cette partie et commencent à travailler. Et c'est comme ça qu'on a gagné énormément de temps. C'est un secret qui est dévoilé ici. Ok, maintenant on comprend pourquoi vous avez pu faire ce projet-là si gigantesque, le réaliser en 7 ans. Oui, c'est une prouesse. C'est une prouesse terrible. Même nous, on n'y croyait pas au départ. Oui. Beaucoup de Sénégalais étaient sceptiques quand même. Voilà, donc nous avons aussi trouvé des solutions, ces fameux minarets. Donc nous avons amené une équipe suisse ici. L'équipe s'appelle, la société s'appelle Royam. Et donc, le monsieur Eric qui était là avec nous a failli rester au Sénégal en disant « j'ai jamais vu un pays pareil ». Donc, je voudrais rester. Il a même pleuré quand il partait. Parce que non seulement moi, je l'ai utilisé sur Massalik, mais je l'ai utilisé aussi à Touba. Donc, les 2 minarets que je faisais pour Cheikh Sidi Mokhtar, c'est aujourd'hui achevé. Voilà, aujourd'hui achevé. C'est également le même système qui a été utilisé. Alors, anecdote pour anecdote, les gens de Touba étaient là et ne dormaient pas la nuit. Ils disaient, mais c'est pas possible, comment peut-on travailler comme ça sans arrêt? Avec le système des coffrages glissants, vous réalisez 5 mètres par jour. Ce qui fait que c'est très rapide. En 2 mois, nous avons fini tous les minarets. Pour ce qui concerne les corps verticaux, sans fioriture, donc, mais si vous arrivez à la tête, on est obligé de retourner sur le système classique. Et donc les micropieux ont permis de régler le problème du mauvais sol, parce que jusqu'à 8 mètres de profondeur, on a du mauvais sol, on a dû les purger et remplacer certains. Nous avons mis un remblai de 2,50 mètres après avoir purgé les terres. Donc ce n'était pas évident. 1 an après que Cheikh Sidi Mokhtar ait donné 1 milliard de francs CFA, quand il est venu, il n'a rien trouvé. Il n'a pas compris. Il était ébahi, il dit, très mécontent. Alors. Moi, j'ai dû aller à Touba, le rencontrer et lui expliquer que le milliard est enterré. Il est dans le sol. Parce que quand il venait, on était tellement peureux qu'on s'est dit, mais il faut qu'il trouve au moins un poteau. Alors, on a réalisé un poteau. Ça, c'est une anecdote vraiment fort agréable quoi, pour nous. C'est vrai? Oui. 1000. Voilà. Alors on a eu 950 micropieux, donc vous n'avez qu'à faire le calcul, c'est près de 800 et quelques millions. Et vous avez utilisé 7000 charges de camions pour remblayer la zone. Tout à fait. Voilà, des charges à 85 000, 7000 fois 85 000, donc c'est presque 2 milliards pour rien que pour la fondation. Absolument. Mais là, il venait de donner son avance de démarrage. Donc, et comme je vous ai dit, c'était des parties qui sont réalisées donc, en quinconce. Et donc, quand il est venu, on lui a dit, vous avez donné 1 milliard, ils n'ont rien foutu. Je comprends. C'est pas possible pour devoir travailler avec les religieux, mais heureusement qu'il est très ouvert et il écoute. Il a compris l'idée. Voilà, c'est ça. Alors, mais monsieur Touré, dès qu'on vous a présenté le site, est-ce que vous n'êtes pas dit, mais il serait beaucoup plus simple d'en trouver un autre? Parce que là, on s'avance dans un projet herculéen, presque difficile à réaliser. Vous trouvez un site en plein centre de Dakar, comme là ça, où on est. la grande équation. Voilà. Donc nous avions un premier site. Le premier site faisait 4000 m². 4000 m², on était très à l'étroit à l'intérieur. Mais le projet rentrait quand même. Mais quand on a rentré le projet, eh bien, on a trouvé un tombeau là-bas. Le tombeau du shérif, et qui se trouvait au centre du mihrab. Alors il y a eu énormément de problèmes et le président Wade à l'époque a tranché la question en me demandant donc de venir à son bureau. Il a convoqué la famille, il a convoqué les familles religieuses. Nous avons discuté de la question, impossible de les infléchir. Voilà. Il m'a dit, bon, moi, Abdoulaye Wade, je ne laisserai jamais un problème aussi grave entre 2 communautés religieuses sénégalaises qui vont se massacrer, je ne le ferai jamais. S'ils ne veulent pas qu'on déplace le tombeau, eh bien moi je déplace ma mosquée. Maintenant, trouvez-moi un terrain où je puisse le faire. J'ai dit, Monsieur le Président, en ce moment... Dans Dakar, où presque le mètre carré était introuvable. Oui, bon, on était sur le cerf-volant et c'était vraiment le lieu dit parce que toutes les communautés, la communauté mouride a toujours prié là-bas. Alors, elle faisait des daïras là-bas, ainsi de suite. Maintenant, il y a le cerf-volant qui a été nettoyé par le maire Pape Diop et il était là.
mais tout de suite après, tous les camionneurs qui prennent des gravois venaient encore verser là-bas. Alors vraiment, c'est terrible. Moi, je le dis, Monsieur le Président, permettez-moi de rencontrer le directeur du cadastre et le directeur des domaines pour que nous puissions discuter vraiment de la situation foncière du Cerf-Volant. Il les a appelés tout de suite. Ils sont venus et il nous a mis en rapport, nous sommes partis dans leur bureau et ils m'ont donné toute la configuration et j'ai refait le plan d'aménagement de la zone. Maintenant, sur le plan cadastral, nous avons pu avoir 40 000 mètres carrés pour la mosquée. Il restait 1818. Oui, parce que c'est 50 000 mètres carrés. Voilà, mais lagunaire, mais il n'y a rien d'impossible en matière de construction. Ça ne nous a pas découragé pour autant. On s'est simplement dit, nous avons un problème, il faut le résoudre. Dans chaque problème réside une solution. Si un problème qui n'a pas de solution n'est plus un problème, c'est une impossibilité. Tout à fait. Donc nous avons dit, bon, c'est un sol, il est compliqué, il est difficile, mais il y a des moyens techniques qui nous permettent de faire cela. L'essentiel est que la communauté, lui, en tant que président de la République, qui était vraiment le principal donc, sur ce projet, avec Serigne Saliou Mbacké, ensuite Cheikh Sidi Mokhtar, et ils nous ont suivis. Ils ont dit, mais trouvez les solutions, faites-nous, donc, donnez-nous les moyens de faire ce truc-là, et puis allez-y. Donc personne n'a eu peur, et on est parti. Combien de nuits blanches vous avez passé pour esquisser le plan, par exemple. Il faut juste regarder ma tête. Regarde bien. Tous mes cheveux sont partis. Par exemple, pour le plan, je sais que ça n'a pas été certainement facile, hein, parce qu'un plan, ça reflète une identité, une culture. Nous avons fait un plan. Vous en avez esquissé combien? Sur un premier site. Moi, je pense que je dois avoir au moins 500 fichiers différents. De plans différents. De plans différents. 500. Donc, un projet d'architecture, c'est très complexe. Ah oui. Au départ, vous faites un avant-projet sommaire. Et cet avant-projet sommaire, je l'ai fait en collaboration avec 2 architectes marocains que le roi du Maroc avait envoyé au président Wade à l'époque et qui s'était resté pendant 9 mois sans réagir. Il m'a demandé d'aller voir qu'est-ce qui se passe. S'ils n'ont rien fait, vous revenez et vous me faites ma mosquée. Je suis parti. Nous avons discuté avec le ministre des Abous et des Affaires religieuses, donc, qui gère la chose religieuse donc, au niveau du Maroc. Bon, il a voulu nous imposer donc, un projet avec un seul minaret. Ils ont dans le style marocain. Dans le style marocain. Ouais. J'ai dit non, monsieur le ministre, je suis désolé, mais moi je viens de Touba. Nous avons 5 minarets. Et notre pape là-bas, c'est le Khalife général des Mourides. Il m'a instruit de faire une mosquée avec 4 minarets. Donc je ne peux pas vous suivre sur ça. Je suis allé à la Mecque, j'ai trouvé la mosquée de la Kaaba, il y a 10 minarets en 2004. Je suis allé à Madinatul Munawwara, j'ai trouvé la mosquée du prophète Mohammed, il est là-dedans et nous avons 11 minarets. Vous ne pouvez donc pas me dire il faut qu'on s'arrête sur un seul minaret. Il m'a dit en tout cas c'est comme ça, si vous ne voulez pas me suivre, bon, moi, il a claqué la porte, il est parti. Bon, bref, nous sommes réunis. Moi, j'ai défini les principes qui m'ont été donc dictés par le Khalife général des Mourides, Serigne Saliou, parce que ce qu'il m'avait dit, c'est ceci. Si vous voulez faire une mosquée, il faut qu'elle soit à la dimension de la ville dans laquelle vous allez l'ériger. Regardez cette vision. Oui. Si vous rentrez dans une ville la nuit, et que vous tombez sur la mosquée, vous devez savoir si cette ville est une grande ville ou une ville moyenne. Oui. Si le jour vous demandez la mosquée, sachant la grandeur de la ville dans laquelle vous êtes, et qu'on vous montre la mosquée, vous devez savoir si ça, c'est une mosquée pour les prières du vendredi ou alors la mosquée de 5 prières quotidiennes. Mais docteur, justement, vous qui avez fini de rédiger le livre Lecture scientifique de l'action de Khadim Rassoul, comment vous interprétez cette vision-là de feu Serigne Saliou Mbacké? C'est extraordinaire pour en fait, oui, c'est ça d'ailleurs. J'ai retenu 2 choses. En fait, la confiance en toi. Oui. Voilà, parce qu'en fait, j'avoue que voilà, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba fait que le mouride n'a pas de complexe. Oui. Voilà, il n'a pas de complexe vis-à-vis du blanc, vis-à-vis de l'arabe. Non, il n'a pas. C'est d'abord ça, la confiance en toi. Parce qu'un peuple ne peut pas se développer si ce peuple n'a pas confiance en toi. En quittant la Chine hier nuit, c'est ce jour actuellement qu'il inaugure le plus grand aéroport du monde.
Voilà, parce que tout simplement, ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur potentialité. C'est ça que j'ai retenu par rapport, lui, à ton courage. Un peu à voilà. Ça, c'est un. Autre chose, c'est le caractère symbolique. Dans lecture scientifique de l'action de Khadim Rassoul, il y a un chapitre consacré aux symboliques du mouridisme, les symboliques du mouridisme. Les symboliques, vous prenez Touba, comme il vient de le dire. En fait, Touba, pourquoi ne peut pas être régi de la même manière que les autres villes? Sur le plan constitutionnel, beaucoup de... Il y a des supputations, il y a de n'importe quoi qu'on dit, mais ils n'ont pas compris. En réalité, Touba, ce n'est pas une ville, c'est une mosquée. C'est la mosquée qui a généré la ville. Quelque part, c'est la mosquée qui a entraîné la création de la ville. Même sur le plan géographique, spatial et architectural, tout est centré vers la tout est centré. Alors, donc, ça veut dire que c'est une ville consacrée exclusivement à l'adoration de Dieu. Donc, moi, j'aime beaucoup le sport, la musique, etc. Mais il faut cette diversité culturelle. Il faut un îlot où il n'y a que ça. Il faut qu'on puisse être dans cette logique de diversité culturelle. Voilà le problème qui fait que souvent on a des problèmes à travers le monde. C'est cette uniformisation, cet uniformisme culturel qui fait que finalement ce n'est pas enrichissant, mais c'est assujettissant et à la longue, beaucoup de valeurs vont disparaître. C'est ça les symboliques par rapport à ça. Et encore une question à l'une. Monsieur Touré, alors après cette étape-là marocaine, vous êtes de retour au Sénégal, vous allez auprès du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké. Vous lui présentez quel plan? Je lui présente donc l'avant-projet sommaire. Donc c'est les premiers bribes de la conception d'un projet. Maintenant, une fois qu'on avait fait ça, on avait décidé que toute la suite devait se faire au Sénégal. Parce que moi j'avais dit, cette mosquée, le président Wade et le Khalife général des Mourides m'ont instruit pour que ça soit fait par nous et pour nous même. Donc, il avait demandé au roi du Maroc de lui prêter assistance pour la décoration quand nous aurons fini donc le gros œuvre. C'est la raison pour laquelle, donc, quand ils sont restés pendant 9 mois sans réagir, il m'a dit « vas-y et vois ». Parce qu'il était passé devant une mosquée que je faisais pour Serigne Saliou à Jannatul Mahwa. Ah oui, et c'est cette fameuse mosquée qu'il a... Il m'a dit « mais toi, tu sais ce que veut Serigne Saliou ». Donc, vraiment, il faut que tu ailles au Maroc tout de suite pour voir ce que ces deux architectes-là ont fait. S'ils n'ont rien fait, vous revenez, vous faites ma mosquée. Je dis, monsieur le président, il me faut le nigal de Serigne Saliou. Si vous voulez que j'y aille, il faut que j'aille d'abord voir le calife. Comme ça, il me donne son nigal. Il m'a dit, tu as raison, vas-y. Je suis allé, le calife m'a reçu à 1h du matin. Et avec ce qui est extraordinaire, Serigne Moustapha Abdou Khadr était là-bas et c'est le témoin oculaire. Aujourd'hui, c'est l'imam donc des prières de la Korité et de la Tabaski. Et c'était lui Quand je parlais au Khalif, je lui ai demandé, bon, mais comment vous voulez cette mosquée? Combien de minarets? Quelle doit être la dimension donc de cette mosquée? Combien de personnes on peut recevoir à l'intérieur, ainsi de suite. Et c'est là qu'il m'a donné ce résumé-là. Une mosquée, ça doit refléter la dimension de la ville dans laquelle on l'a fait. Et aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Et aujourd'hui, les faits donnent encore raison au Khalif Mohamedou Babara, le premier. C'est Moustapha. C'est Modou Moustapha. Quand il faisait la mosquée de Touba, on le traitait de fou, excusez-moi du terme. Parce que c'était une forêt, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'habitants, il n'y avait rien. Donc ils ont commencé par une mosquée et c'est devenu une ville. Donc Touba et Massalikul Jinan ont à peu près la même taille. Et ça n'a pas été recherché. C'est parfaitement comme ça. Nous avons 10 000 m² de surface bâtie. Vous avez 10 000 m² de surface bâtie à Touba. C'est le mystère du divin. Les cartésiens diront que c'est le fait du hasard, mais nous Sénégalais, du tout, on y voit un signe de Dieu. Exactement. C'est dans l'ordre du divin. Il est 7h19. La grande mosquée de Diourbel aussi, qui a été inaugurée en 1924 et qui est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Et Serigne Saliou, ce qu'il m'a chargé de faire en dernier lieu, c'est la mosquée de Mbour. Et il m'avait demandé de m'inspirer de la mosquée de Diourbel. Donc vous voyez la mosquée de Mbour. Merci. Et vous n'avez pas eu de mal à ériger le 5e minaret, parce qu'il faut noter que Serigne Saliou avait dit 4 minarets. Après, c'est Serigne Bara qui avait dit 5 minarets. Aujourd'hui, c'est notre jour. Le 5e minaret est une demande du Khalife El Hadj Bara Mbacké. Retour en plateau, bon réveil, bon matin en compagnie de la RTS1 et de l'équipe de Quinqueliba. Place tout de suite à la chronique tendance, c'est celle de Nafi Saher. Et on reste dans l'actualité, Nafi. Aujourd'hui, tu nous proposes de revisiter la mode
à la mouride. Tout à fait. Et je te laisse lancer l'élément. On va regarder tout simplement le sujet, on va voir ce que ça donne. Bailat, Ndiakhas, chapelet, ces coupes et accessoires constituent des variantes d'accoutrements et sont de plus en plus adoptés par les populations du terroir. À l'école comme à l'université, il existe des associations de mourides qui s'adonnent très souvent au récital des poèmes et chants de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, fondateur de la dite confrérie. Dans certaines entreprises, on retrouve très souvent des mourides regroupés en associations qui n'hésitent pas très souvent à organiser des chants. Le tout est couronné par un mode vestimentaire communément appelé bailat, qui ne laisse personne indifférent et que les Isbous se sont définitivement appropriés. Le bailat est un style original et un habit qui impose respect et considération. Ce grand boubou aux manches larges confère à celui qui le porte une majesté. Le boubou est suffisamment confectionnel pour faire la prière et ne pas gêner l'individu dans le travail. Le bailat est une originalité qui reflète l'éminente dignité que l'accoutrement confère à son porteur. C'est une inspiration purement sénégalaise, africaine. Le bailat est un mode d'accoutrement de nombre de talibés mourides. Certains vont même jusqu'à en faire leur port vestimentaire de tous les jours. À côté du très prisé boubou bailat, il y a le style Serine Sohibou. C'est aussi un grand boubou calqué sur le style bailat, mais il diffère au niveau du cou et à la poitrine où sont parfois insérés des boutons. Il existe également un habit du style Sainte Serine Saliou qui porte une touche particulière avec des fils saillants et adopte une capuche. Tous ces styles ont été conçus par les personnalités religieuses dont ils portent le nom. Ils sont tous adoptés à la culture mouride et aux recommandations de la religion musulmane. Le Ndiakhas, que les disciples de Cheikh Ibrahima Fall ont adopté comme une identification, est le style d'accoutrement des Baye Fall. Un style qu'on rapproche souvent du patchwork. C'est un boubou confectionné à partir de tissu obtenu en racolant plusieurs autres morceaux de tissu, d'où la multitude de couleurs de l'habit qu'on en fait. Le style Ndiakhas est aujourd'hui une création, partie intégrante de notre patrimoine culturel. À l'origine, le Ndiakhas est lié à la philosophie du travail de Cheikh Ibra Fall, qui avait attaché des mondanités et était exclusivement réservé au service de son maître, ce qui l'avait conduit à rafistoler ses habits, donnant ainsi le premier boubou dont l'apparence a donné naissance au style Ndiakhas. Propre à la famille Baye Fall, cet habit est le costume par excellence du disciple mouride. Il est aujourd'hui adopté autant par des Sénégalais que par des Européens. Aujourd'hui,
Il n'est pas rare de voir des boubous Niakhas composés de tissus neufs de haute facture. Les femmes achètent plusieurs couleurs de tissus bazin, les découpent et les font recoudre par un tailleur pour en faire un grand boubou Niakhas de cérémonie. D'autres en font des caftans et des habits en demi-saison, un aspect folklorique qui s'ajoute au riche patrimoine Baïfal. Dans les villages artisanaux, le Niakhas est un look qui attire les étrangers qui l'achètent pour en faire des cadeaux. Pour eux, cela est très africain. Quel magnifique reportage Nafi Saher. C'est désormais une mode. Et à la RTS, je peux dire que Guillet Touré le DAF, il est toujours habillé en style tenue. Oui, c'est ça, Mouride. Il n'est pas le seul. Bon, Marfouz, notre réalisateur, de temps en temps, il le fait aussi. Et bien d'autres personnes, hein, bien d'autres personnes. C'est devenu aujourd'hui une mode internationale, j'ai envie de dire. Et le bailat, Sarah, il faut le dire, c'est une tenue typiquement sénégalaise. Parce qu'on voit nulle part ailleurs le bailat. C'est devenu international, mais c'est typiquement sénégalais. Merci Nafi Saher. Tout à fait. Le style de Serigne et le Souhaïbou, Niakhas qui est devenu international. Que ce soit Sarah comme tenue vestimentaire pour la décoration, les chaussures, les accessoires, on retrouve partout le Niakhas. Docteur Dione, je vous laisse commenter ce sujet de Nafi Saher. Elle l'a dit dedans, hein, c'est la culture en fait que l'on retrouve décrite évidemment dans ce reportage. Oui. Je crois que le dernier élément que vous avez montré tout à l'heure, qui renvoie un peu à l'habillement, est assez illustratif. Vous savez, dans le mouridisme, le point de départ, c'est un peu la spiritualité d'abord. Tout est question de spiritualité. C'est pourquoi c'est une approche de développement en réalité, mais qui se base sur la spiritualité. Vous savez, si vous regardez même tous ces pays qu'on appelle les dragons, les pays émergents, eux, ils ont bâti en réalité leur développement à partir de leur spiritualité. Nous, on a été induits en erreur en étant dans une approche de développement purement quantophrénique. Voilà, purement PIB, voilà, produit intérieur brut, aspect quantitatif seulement, alors que en fait c'est d'abord la spiritualité qui prend en compte la durabilité, le caractère endogène, le caractère, disons, humaniste. C'est ça en réalité qui fait la porte du mouridisme. Les Niakhas là que vous voyez, le bailat, il y a toujours une spiritualité derrière. Par exemple, vous prenez le Niakhas. Si vous faites une restriction de la religion, vous allez exclure les baïfals, qui ne prient pas. Mais si vous comprenez véritablement le sens de la religion, vous ne pouvez pas les exclure. Je donne un exemple. Quand on vous cite les piliers, en fait, les conditions pour accomplir une prière, vous allez voir que dans ces conditions, on ne parle pas en réalité. On vous dit il faut s'habiller, il faut en fait que vos parties intimes ne soient pas visibles. Et pourtant, ça fait partie des comme on dit, les farata de la prière. Et ça, si vous regardez bien, si vous prenez la religion maintenant au sens même global, vous allez voir donc que en fait, cet habillement, cette conditionnalité est due à l'agriculture ou à l'industrie. Parce que ce qui permet de vous habiller, c'est l'agriculture ou l'industrie. Et c'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba, quand il classifie les sciences, il a commencé d'abord par la science religieuse, le tawhid, la foi en Dieu d'abord. C'est pourquoi je dis que son point de départ, c'est la spiritualité. Mais ensuite, il dit que toute science connexe qui contribue au bien-être de l'individu et à la dignité. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est une autre dimension de la vie. C'est pourquoi dans cette approche collective, parce que le mouridisme c'est une individualité mais en même temps une collectivité. C'est pourquoi il y a un groupe qui fait partie de la communauté, qui sont là. Et il dit que si vous donnez une arme à quelqu'un qu'il tue, vous allez partager en fait le mal auprès du Seigneur. Mais si vous faites du bien, vous allez partager le bien. C'est dans ce sens maintenant qu'on a cette approche globale, holistique. Et le Niakhas, par exemple, vous avez deux dimensions dans cette spiritualité.
Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'économie immédiate, que je suis présentement en train de conceptualiser, parce que toutes mes recherches postdoctorales, c'est entre le développement et les questions de spiritualité. L'économie immédiate, c'est le recyclage. En réalité, c'est d'origine, ce sont les travaux. Parce que ce qu'on oublie, les premiers travaux d'envergure au Sénégal ont été menés par les Mourides. Vous savez, ce n'est pas l'autoroute à péage que vous convoyez qui est le premier travail d'envergure. Non, c'est la mosquée de Diourbel et l'autoroute et les chemins de fer. Et si vous faites la valeur actualisée nette, vous allez voir que c'est l'équivalent en termes de milliards de ce projet dont on parle. Et ça, c'est depuis des années. Donc moi, je n'avais aucun... Voilà, je n'étais pas ébahi par rapport à ces projets qu'on nous dit. Hein, parce que regardez en ce moment, si vous faites par rapport au contexte, par rapport à toutes ces contraintes, cette capacité de réalisation, vous allez voir. Pour revenir maintenant sur les habits là, le bailat comme le djahad, c'est exactement une spiritualité qui se trouve derrière. Les bailats, c'est l'ancien Turc Yarem qui a été à l'origine de la création de la mosquée de Diourbel, où on avait envoyé des dignitaires en Turquie. Le djahad, c'est le recyclage, mais en même temps, c'est le travail qui fait que vous n'avez pas le temps de... Voilà, on va poursuivre le magazine avec vous et revenir évidemment sur votre ouvrage. Mais avant, il y a une question de Alassane Tierno Barro qui aimerait savoir ce que signifie Massalikul Jinan. Je vous la pose, cette question. Voilà, en fait, Massalik, moi j'ai une fierté. J'avoue que je n'ai pas dormi. Mais quand vous n'avez pas, parce que j'ai arrivé hier nuit, je n'ai pas dormi. Mais quand on vous invite à la meilleure émission matinale, voilà, ça vaut la peine et par rapport au contexte. Massalik, tout simplement parce que toute la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba se trouve dans Massalikul Jinan. Moi, en écrivant lecture scientifique de l'action, j'ai dit lecture. Je n'osais pas dire pensée parce que la très faible créature que je suis, je ne peux pas percer la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba qui se trouve dans Massalik. Donc ça, lecture scientifique déroge de Massalik. Et ça signifie Massalikul Jinan. Ça signifie les itinéraires du paradis. Les itinéraires du paradis. Dans ces itinéraires du paradis, vous allez voir que Cheikh Ahmadou Bamba, son ambition, c'est de faire d'abord un paradis sur terre et ensuite aller dans le paradis au-delà. Et là, on peut dire que c'est le projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le projet de société en réalité. Sëñ Touba, il a trois, en fait, il y a trois ouvrages. Aux questions spirituelles et temporelles. Voilà, temporelles. C'est ce qui est extraordinaire dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est en fait cette cohérence. Vous avez Massalik, son projet de société. Vous avez sa constitution, ou bien le projet de société de Touba, vous avez Matlaboul Fawzayni, et vous avez son plan de développement social et sanitaire dans Matlaboul Chifaï. Il a une cohérence extraordinaire à Cheikh Ahmadou Bamba. Moi, en fait, c'est pas pour rien qu'il est le plus grand écrivain de tous les temps. Ça, on ne le sait pas. C'est pourquoi moi, je me dis que, mais notre histoire là, il faudrait qu'on puisse vraiment ressortir les potentialités historiques. Tout à l'heure, le président Macky Sall avait dit que l'Afrique ne doit plus être à la périphérie de l'histoire. Et je crois qu'il est temps quand même. C'est pourquoi, par rapport à ce contexte, on a parlé du bateau Le Joola en ce mois de septembre. C'est au mois de septembre aussi qu'on l'a exilé. Voilà deux éléments. Parce que, Moustapha l'a dit tout à l'heure, à travers Cheikh Ahmadou Bamba, il faut avoir cet esprit de dépasser le cadre du mouride qu'on connaît qui va à Touba. Il y a trois types de mouride. Il y a le mouride philosophique, il y a le mouride théologique, il y a aussi le mouride sociologique. Mouride sociologique, voilà, vous êtes né mouride, vous avez été Touba ou vous êtes mouride sociologique. Philosophique, vous avez approuvé. J'ai des Chinois, ce sont des Chinois qui m'ont dit la première fois que votre modèle c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Le mouride philosophique, il a été perçu par la philosophie, l'action de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça s'est développé dans lecture scientifique de l'action de Khadim Rassoul. Et tout ça, c'est une émanation de ce livre-là que j'appelle dans lecture scientifique la plus grande thèse de doctorat. Et c'est l'un des premiers ouvrages qu'il a écrit. Il n'avait pas 25 ans, Cheikh Ahmadou Bamba, quand il écrivait Massalik. Et tout ce qu'il a écrit déroge de ça. Et c'est là que vous allez voir les trois piliers du mouridisme Massalik. Ilmun Nafi, Amalou Salih, Adabul Mardi. Les trois piliers sont le savoir utile, l'œuvre pied, le Coran à chaque dire, Amanu wa Amenu Salihat. Ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres. Et troisième pilier, la bonne conduite. La bonne conduite, c'est pourquoi je parle dans lecture scientifique de la philosophie du contournement. Quand il y a le mal, contournez le mal pour aller de l'avant. Donc voilà les trois piliers du monde. Tout ça se trouve dans Massalik. Ça, on a besoin. Il faut que et cette faculté de mobilisation, cette capacité de mobilisation exceptionnelle de ses disciples, ça ne date pas d'aujourd'hui. De son vivant, il a très tôt appris à ses disciples à travailler sans se fatiguer. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Dans un moment où le Sénégal a réellement besoin de toutes ses énergies, de toutes ses forces vives, ça c'est un message sur lequel on pourrait s'appuyer pour vraiment prétendre à l'émergence, Dr Dione. Absolument.
Vous savez, en fait, la potentialité, quand en fait, dans la quatrième de couverture, je parle de qu'est-ce qui explique cette capacité de mobilisation financière. Il a très tôt enseigné deux choses. L'autonomie économique et le développement endogène. Ça, au passage, je salue le professeur Cheikh Anta Babou. Il a développé en fait voilà, cette dimension dans un livre avec l'organisation spatiale. Et ça recoupe exactement, quand j'ai été en Thaïlande, ça recoupe exactement à ce que font les Thaïlandais et qu'on appelle la économie philosophie, l'approche de planification. Alors, ça, c'est Khamil Bamba l'a enseigné. Vous savez, en planification, il y a deux aspects qui sont extrêmement importants. La vision d'abord, et ça, Cheikh Ahmadou Bamba l'a intégré par rapport à sa philosophie qu'il appelle Mourid, l'irada, volonté. D'abord, c'est ça le point de départ. Et il dit que lui, il avait dès le début, il a senti Dieu. Et c'est Dieu, Dalani Allah ala Muhammadi, Wahadani Muhammadi, l'Issamadi. Et c'est Dieu maintenant qui l'a indiqué vers le prophète. Donc, il y a cette potentiel qui était déjà en lui avant même qu'il ne soit véritablement un Khadim Rasoul. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours cette vision. Mais aussi, il faut aussi l'impact. Aller dans le sens, c'est ça, moi, c'est le planificateur qui parle. C'est pas, en fait, voilà, le chercheur dans les spiritualités. Mais l'impact, qu'est-ce qu'on appelle impact? C'est le barquet. Masalik Jinan qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui, qu'on va inaugurer aujourd'hui, Masalik, c'est l'impact, c'est le barquet du premier projet de Djurbel, qui était à l'époque. C'est la première fois qu'un Africain joue avec le béton. Avant lui, on n'osait pas. À l'époque coloniale. Et il avait envoyé une délégation en Turquie. En Turquie. Et il a envoyé une délégation en termes de construction. Ça aussi, en partie, vous allez voir en partie. Pourquoi le mouridisme? C'est ce qui fait la dynamique du mouridisme. Le mouridisme, en réalité, c'est du métissage. Turquie Ndiarem, les Baylat, Turquie et Ndiarem. C'est de ça que Cheikh Abdul Ahad a créé le Baylat. Il a raffiné le Turquie Ndiarem pour en faire. Et cet engagement-là dont on a 5 minutes avant la fin du magazine. On y va, on avance. Vous avez pu le découvrir durant ces années-là de travaux, ces 7 années de travaux de Massalikul Jinan, avec ses disciples qui venaient, qui sans rien demander, voulaient coûte que coûte contribuer aux travaux, travailler, rentrer à l'intérieur, finalement, c'était même participer aux réunions de chantier à l'intérieur de la salle de réunion. Comment ça se passait? Comment vous avez pu gérer tout cela? Nous sommes des mourides, donc vous n'avez aucune ascendance au-dessus de nous. Il forçait les portes finalement pour prendre l'appel, travailler. Nous, on travaillait avec plus de 300 personnes à l'intérieur. On fait des coffrages, on fait des ferrailles, on fait des coulages. C'est spécifique. Maintenant, quand on fait du remblai, il n'y a pas de problème. On peut inviter tout le monde. Mais quand on est dans la chose technique, c'est difficile. Mais c'était la croix et la bannière. Donc, pour pouvoir expliquer cela aux gens et donc les retenir. Mais ceci est extrêmement positif parce qu'il nous suffit simplement de former ces gens-là. Moi, je disais tout à l'heure à mon ami Khan, je suis en train de penser avec un ami de faire un traité de béton armé en Wolof. Parce que nous devons reprendre notre langue, donc et les différentes langues du Sénégal, et reprendre les connaissances et les retraduire en nommant les choses. Parce qu'en réalité, quand Dieu a envoyé l'homme sur terre, il a nommé les choses. C'est par cette nomination qu'on fait, qu'on peut vraiment divulguer le savoir. Le savoir, voilà. On a beaucoup parlé de la contribution, évidemment, des mourides à la réalisation de cette mosquée. Celle de l'État, qu'est-ce que l'État a fait justement dans la réalisation de cette énormément. Mosquée? Le président Macky Sall, non seulement a participé personnellement, comme l'avait fait le président Wade, mais il a également, comme l'avait fait le président Wade, fait participer l'État. Parce que l'ensemble de la voirie et des réseaux diffèrent. Toutes ces voies de desserte qui entourent Massalikul Jinan sur 2 km, eh bien, ont été faites par l'État du Sénégal sous l'impulsion du président de la République. Et ça, c'est immense. Et nous avons fait là-bas donc de l'enrobédance, c'est-à-dire le meilleur type de revêtement qu'on puisse faire. Donc, et à cela également, on a ajouté tout ce qui est assainissement, pour les eaux pluviales comme pour les eaux usées. On a même créé là-bas des stations de relèvement parce que la zone est assez basse. Donc nous ne pouvions pas aller plus haut. Mais alors ce qui fait qu'il y a des endroits où le réseau de l'ONAS est assez bas. Et donc quand vous amenez votre fil d'eau, vous êtes pratiquement au fond
donc des regards de visite. Alors ça, il a fallu donc qu'on change le système et qu'on ait des stations de relèvement qui relèvent les eaux et donc les rejettent encore plus haut, ce qui fait que ça passe par le canal de Fass pour aller maintenant sur Soumbédioune. Ça désencombre un peu cette partie. Il y a d'autres questions, Alune, si tu permets. Sambali Kanté qui voulait savoir si on connaissait déjà, enfin je ne sais pas, qui serait désigné imam de cette mosquée et à qui sera confiée la maintenance de cet ouvrage. Alors, l'imam de la mosquée, c'est l'imam Lo qui a été choisi par le calife, donc c'est connu de tous, ils l'ont déjà déclaré. Maintenant, pour ce qui concerne la maintenance, nous allons faire un conclave. Vous savez, dans le mouridisme, c'est le ndigal d'abord. Quand nous avons commencé avec le calife Cheikh Sidi Mokhtar, il nous a instruit de commencer juste le gros œuvre. Faites le gros œuvre, quand ce sera terminé, vous recevrez un autre ndigal. D'accord. Bon, nous, en tant que techniciens, nous savons qu'on ne peut pas faire le gros œuvre sans y ajouter l'électrification, sans y ajouter la plomberie sanitaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, sur nos capacités techniques, nous avons dit, OK, on va accepter, mais on lui dira ce qu'il doit financer pour que nous puissions faire en même temps. Donc, ça, c'est politique. Merci beaucoup, on voit aussi que au sein de la communauté mouride, les tâches sont bien réparties. Mais aussi, il y a cette symbolique-là, cette portée historique de l'événement. Cheikh Ahmadou Bamba, on connaît tous les 3 jours qu'il a vécu à Dakar dans des conditions vraiment extraordinaires, dantesques. J'étais dans un cachot infect et aujourd'hui, sa communauté érige un tel bijou, une telle mosquée. Quel signe vous y voyez, docteur? En fait, c'est le management, le leadership. En fait, j'ai fait un article au groupe de recherche africain en management en management en Afrique, et d'ailleurs publié auprès de l'Université de Dakar sur cette question. Il y avait cette division du travail. Cheikh Ahmadou Bamba était un grand leader, un grand manager. En fait, c'est ça. Si vous allez à Touba, vous avez en fait toutes ces familles-là qui ont été en fait prédestinées par rapport à certaines tâches. Voilà, c'est un peu ça l'esprit. Merci beaucoup. Nos internautes et téléspectateurs ont vraiment apprécié vos interventions sur le plateau. Je suis désolée, il est 8 h, on arrive à la fin du magazine. Alune, s'il te plaît, merci Tafa, merci Nafisser. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Excellent week-end, restez sur les antennes de la RTS. Les programmes se poursuivent et d'ailleurs, les temps forts de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, ce sera en direct sur les antennes de la RTS. Nous, on vous retrouve dès lundi, 6h30. كتابتي قبل لدى البواري كفت حياتي I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need